À Pinewood, dans l'Oregon, là où la ville rencontre les montagnes Cascades, la frontière entre la vie urbaine et la nature sauvage est mince. L'agent Jake Monroe, vétéran de 20 ans du département de police de Pinewood, a passé des décennies à patrouiller cette limite. Élevé par un garde forestier, Jake a toujours ressenti un profond lien avec la nature, mais ce qui l'attendait dans cette usine abandonnée allait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur le monde sauvage. Un cri désespéré résonna à travers les murs en ruine. Une corniche précaire, à 6 mètres au-dessus du béton, pris au piège entre une mort certaine et un sauvetage incertain, se trouvait un jeune lynx. Ses yeux ambrés semblant implorer de l'aide. Certains disent que les animaux sauvages n'ont pas de mémoire, qu'ils ne forment pas de lien avec les humains. Que la frontière entre nos mondes ne peut jamais vraiment être franchie. L'agent Jake Monroe sait que c'est faux. Voici l'incroyable histoire vraie d'un sauvetage qui bouclera la boucle, prouvant que la compassion, même lorsqu'elle est montrée aux créatures les plus sauvages, peut un jour retrouver son chemin vers nous. Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime ». Assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Le soleil d'automne tardif projetait de longues ombres sur Pinewood, une ville de taille moyenne nichée au pied des montagnes Cascades. Dans l'Oregon, la ville avait considérablement grandi au cours de la dernière décennie, avec de nouveaux lotissements empiétant progressivement sur la nature sauvage qui définissait autrefois la région. C'était cet équilibre fragile entre l'expansion urbaine et le territoire sauvage que l'agent Jake Monroe connaissait mieux que quiconque. À 43 ans, Jake avait passé près de 2 décennies au sein du département de police de Pinewood. Son visage buriné, marqué par les fines lignes de l'expérience, témoignait d'innombrables heures passées à patrouiller les limites de la ville, là où la civilisation rencontrait la nature. Fils d'un garde forestier, Jake avait grandi avec un profond respect pour la faune et participait souvent à des actions de conservation locale lorsqu'il n'était pas en service. Ce mercredi particulier de novembre, Jake approchait de la fin de son service, patrouillant le district et où plusieurs anciens bâtiments industriels étaient programmés pour la démolition. La zone avait été un centre manufacturier florissant dans les années 1970. Mais elle était tombée en ruine lorsque les entreprises avaient délocalisé leurs activités à l'étranger. La radio de sa voiture de patrouille crépitait avec le brouhaha habituel tandis qu'il roulait lentement devant l'ancienne usine textile Westmore, une vaste structure en briques. Partiellement démantelée la semaine précédente, quelque chose attira son attention, un son de détresse lointain porté par l'air vif de l'automne. Jake arrêta son véhicule près du trottoir, baissa sa vitre et écouta attentivement. Le bruit retentit à nouveau, un cri aigu et pressant qui n'avait rien d'humain, mais qui exprimait une détresse indéniable. Jake saisit sa radio. « Dispatch, ici l'agent Monroe, je suis devant l'ancien bâtiment Westmore sur East Pine. J'entends des bruits inhabituels à l'intérieur de la structure. Je vais aller voir. » « Reçu, Agent Monroe, » répondit l'opérateur. « Attention, ce bâtiment est classé comme dangereux. Procédez avec prudence. Avez-vous besoin de renfort ?» Jake hésita en scrutant la façade du bâtiment. « Négatif pour l'instant, je vous tiendrai informé si nécessaire. » Attrapant sa lampe torche et vérifiant son ceinturon, Jake s'approcha du grillage qui encerclait la propriété. Un grand panneau, « Entrée interdite », pendait sur le portail cadenassé. Mais il remarqua une section où la clôture avait été tirée, créant un espace assez large pour que quelqu'un, ou quelque chose, puisse s'y faufiler. Les cris devinrent plus distincts à mesure que Jake approchait de l'entrée principale, dont les portes avaient depuis longtemps disparu, laissant une bouche béante s'ouvrir sur l'obscurité intérieure du bâtiment. Il alluma sa lampe torche, son faisceau traversant les particules de poussière en suspension dans l'air. « Il y a quelqu'un » Sa voix résonna dans l'espace immense. Le cri de réponse vint d'au-dessus, un son que Jake reconnaissait maintenant comme n'étant pas humain du tout. Il avait l'intonation caractéristique d'un félin en détresse, mais plus profond et plus guttural que celui d'un simple chat domestique. Avançant prudemment sur le sol jonché de débris, Jake se dirigea vers un escalier métallique accroché précaire à la paroi. Chaque marche grinça sous son poids, mais la structure tint bon tandis qu'il montait au 2e étage. Ce niveau était dans un état encore pire que le premier. De larges sections du plancher avaient été retirées, créant des fosses dangereuses plongeant directement sur le béton en contrebas. L'équipe de démolition avait interrompu son travail pour la journée, laissant derrière elle un véritable labyrinthe de poutres exposées et de plâtre effrité. Les cris guidèrent Jake vers le muret, où de grandes fenêtres, dont la plupart avaient des vitres brisées, donnaient sur la forêt bordant les limites de la ville. En s'approchant, le faisceau de sa lampe torche éclaira enfin la source de la détresse. Perché sur une étroite corniche, formée par l'effondrement partiel du mur, se trouvait un jeune lynx. Son pelage fauve était parsemé des taches sombres caractéristiques de son jeune âge. L'animal ne devait pas avoir plus de 6 mois, à peine plus qu'un chaton, et ses yeux ambrés reflétaient le faisceau lumineux d'un éclat terrifié. Jake comprit immédiatement la situation. La corniche sur laquelle le petit lynx était perché faisait partie d'un mur intérieur qui séparait autrefois des pièces mais qui était désormais exposé à cause de la démolition.
Sous lui, une chute de 6 mètres menait droit sur du béton nu. L'animal était piégé, trop effrayé pour tenter un saut qui pouvait lui être fatal. « Eh bien, bonjour toi », dit doucement Jake, gardant ses distances tout en évaluant la situation. Le lynx souffla en retour, se plaquant contre le mur, son petit corps tremblant. Jake saisit sa radio. « Dispatch, ici l'agent Monroe, j'ai trouvé l'origine des bruits. Un jeune lynx coincé sur une corniche à l'intérieur du bâtiment. Il a dû s'aventurer ici depuis la forêt voisine et s'est retrouvé piégé quand la démolition a rendu sa sortie instable. Reçu. Voulez-vous que je contacte le service de contrôle animalier ?» Jake jeta un coup d'œil à sa montre. Il était presque 18 heures, et il savait que le bureau local de contrôle des animaux serait faiblement doté en personnel à cette heure-ci. Le temps qu'ils arrivent et évaluent la situation. Il pourrait être trop tard pour l'animal apeuré. Négatif. Je vais voir si je peux gérer ça moi-même. La corniche n'a pas l'air stable, et ce petit devient de plus en plus agité. Demandez du renfort à l'agent Ramirez s'il est encore dans le secteur, il a de l'expérience avec le groupe de sauvetage de la faune sauvage. Reçu. L'agent Ramirez est à environ 10 minutes de votre position. Nous allons le rediriger. Jake rangea sa radio et réfléchit à ses options. Le lynx se trouvait à environ 4,5 mètres sur une corniche accessible en traversant prudemment une poutre exposée. Le risque était considérable, non seulement à cause de la chute potentielle, mais aussi du danger représenté par l'animal sauvage effrayé. Même un jeune lynx possédait des griffes acérées et des dents capables d'infliger de sérieuses blessures. Dans son équipement, Jake sortit une paire de gants renforcés qu'il gardait pour manipuler des objets tranchants lors des fouilles. Ce n'était pas l'idéal pour gérer un animal, mais c'était mieux que rien. Il récupéra également un petit paquet de viande séchée qu'il gardait pour un en-cas. « Très bien, petit », murmura-t-il, « voyons si on peut trouver un terrain d'entente. » Déchirant un petit morceau de viande séchée, Jake le jeta sur la corniche, suffisamment loin de lui pour ne pas paraître menaçant. Mais à portée du lynx, l'animal remua le nez, captant l'odeur de la viande. Mais il resta figé sur place, les yeux rivés sur Jake. Avançant avec une lenteur délibérée, Jake commença à progresser le long de la poutre menant à la corniche. Le bois grinça sous son poids, envoyant une pluie de poussière et de petits débris sur le sol en contrebas. « Agent Monroe ?» La voix résonna depuis la cage d'escalier. « Ici », répondit Jake sans quitter le lynx des yeux. « 2e étage, muret, avance prudemment, le sol est instable. » L'agent Miguel Ramirez apparut quelques instants plus tard, se déplaçant avec une agilité surprenante à travers l'amas d'obstacles du chantier de démolition. À 35 ans, Ramirez était l'un des agents les plus respectés du département et, comme Jake, il nourrissait une véritable passion pour la conservation de la faune. « Eh bien, regarde-moi ça », murmura Ramirez en observant la scène. « Comment est-ce qu'il est arrivé là ? » « Probablement par l'ouverture dans la clôture, » répondit Jake. « J'ai trouvé des traces dans la poussière en bas. Il a dû explorer les lieux et s'est retrouvé piégé quand il n'a pas trouvé de sortie. » Ramirez hocha la tête, analysant la situation avec un regard expert. Cette corniche n'a pas l'air de tenir très bien. Les vibrations de la démolition ont sûrement fragilisé la structure. Comme pour confirmer ses paroles, un petit morceau de plâtre se détacha sous les pattes du lynx et s'écrasa sur le béton en contrebas. L'animal poussa un cri, se plaquant encore plus contre le mur. « J'ai une cage de transport dans mon coffre », proposa Ramirez, équipement standard pour les interventions avec l'équipe de sauvetage de la faune. « Donne-moi 5 minutes. » Pendant que Ramirez se précipitait vers son véhicule, Jake poursuivit son approche prudente. « Doucement, » murmura-t-il d'une voix volontairement calme et posée. « On va te sortir de là, mais il faut que tu me fasses un peu confiance. » Les yeux du lynx restèrent fixés sur lui, mais son attitude changea légèrement, moins défensive, plus attentive. Jake lança un autre petit morceau de viande séchée, cette fois plus près de l'animal. Cette fois-ci, le lynx s'étira prudemment vers l'avant, reniflant l'offrande avant de l'attraper rapidement. « C'est bien », l'encouragea Jake. « Un peu de coopération, c'est tout ce que je te demande. » Lorsque Ramirez revint avec une grande cage de transport et une couverture épaisse, Jake s'était rapproché à seulement quelques mètres de la corniche. Le lynx avait accepté plusieurs morceaux de viande séchée, mais restait méfiant, les muscles tendus, prêt à fuir, une fuite pourtant impossible. « Comment veux-tu procéder ?» demanda Ramirez à voix basse. Jake réfléchit à leurs options. « La corniche ne nous supportera pas tous les deux. Je vais avancer seul et essayer d'enrouler la couverture autour de lui. Une fois que j'ai une prise sûre, je te le passe pour que tu le mettes dans la cage. » Ramirez hocha la tête et lui tendit la couverture. « Fais attention aux griffes, même à cet âge, un lynx peut faire de sérieux dégâts. » Jake déplia lentement la couverture, la tenant bien étirée entre ses mains. Le lynx coucha ses oreilles contre sa tête, un grondement bas montant de sa gorge. « Je sais, murmura Jake. « Ce n'est pas l'idéal pour nous deux, mais c'est la meilleure option que nous ayons. » Prenant une profonde inspiration, il fit son approche finale. La poutre sous ses pieds grinça et se déplaça légèrement, envoyant une décharge d'adrénaline dans son corps. Le lynx sentit le changement et tendit ses muscles, prêt à sauter, un saut qui se terminerait presque certainement par une blessure. «
Voire pire, Jake se jeta en avant, jetant la couverture sur l'animal en un mouvement rapide. Le lynx poussa un hurlement de protestation, se débattant et se tordant sous le tissu tandis que Jake rassemblait soigneusement les bords, formant un paquet sécurisé avec la créature terrifiée à l'intérieur. C'est alors que la corniche céda complètement. Jake ressentit une sensation de vide atroce alors que son corps basculait dans l'espace. D'une main, il serra le lynx emmitouflé contre lui, de l'autre, il chercha désespérément un point d'ancrage, ses doigts raclant la brique rugueuse jusqu'à ce qu'il trouve du métal. Il s'agrippa à un morceau de fer à béton exposé. « Monroe !» cria Ramirez en s'avançant prudemment aussi loin qu'il le pouvait. Jake était suspendu dans le vide, un bras luttant pour supporter son poids, l'autre serrant fermement le lynx toujours emmêlé dans la couverture. « Ne t'approche pas !» ordonna-t-il entre ses dents serrées. « Le sol ne nous supportera pas tous les deux. » Ses muscles hurlaient sous la tension alors qu'il pendait à 6 mètres au-dessus du sol en béton. Le lynx s'était immobilisé dans la couverture, peut-être conscient du danger immédiat. « Il y a une poutre à environ 60 cm sur ta droite, » indiqua Ramirez. « Si tu peux te balancer vers elle, tu devrais pouvoir trouver un appui. » Puisant dans ses dernières forces, Jake commença à balancer son corps comme un pendule vers la poutre que Ramirez avait repérée. Au troisième élan, ses pieds trouvèrent un appui précaire sur le bois étroit. « C'est bien », l'encouragea Ramirez. « Maintenant, avance lentement vers moi. » Avec une lenteur excruciante, Jake progressa le long de la poutre, une main toujours agrippée au fer à béton, l'autre serrant le lynx contre sa poitrine. Il pouvait sentir le battement de cœur affolé de l'animal à travers la couverture. Lorsqu'il atteignit enfin une section de sol stable, Ramirez saisit son uniforme et le tira vers la sécurité. Les deux agents s'effondrèrent sur le sol poussiéreux. « Haletant, le chat ?» demanda Ramirez entre deux respirations. Jake relâcha prudemment son emprise sur le ballot. La couverture bougea, et une paire d'yeux ambrés apparut, grande peur, mais apparemment indemne. « Il a l'air en bon état », confirma Jake. « Mettons-le dans la cage de transport avant qu'il ne décide de me remercier avec ses griffes. » Ensemble, ils parvinrent à transférer le lynx dans la cage et à verrouiller la porte avant de retirer complètement la couverture. Le jeune animal se plaqua contre le fond de l'enclos, ses flancs se soulevant au rythme de sa respiration rapide. Mais il ne semblait pas blessé. « Quel est le plan ?» demanda Ramirez alors qu'il descendait prudemment l'escalier dangereux, Jake portant la cage avec son précieux passager. « Il y a un centre de réhabilitation de la faune à environ 40 minutes au nord d'ici, » répondit Jake. Celui dirigé par le docteur Helen Sanders. Ils sont spécialisés dans le traitement et la réintégration des espèces prédatrices locales. Bonne idée, tu veux que je m'en occupe ? Ton service s'est terminé il y a 20 minutes. Jake secoua la tête, ressentant un lien inexplicable avec la créature effrayée. Je vais le faire, je remplirai le rapport demain. Le trajet jusqu'au Northern Cascade Wildlife Rehabilitation Center emmena Jake sur des routes de montagne sinueuses alors que la lumière du jour déclinait peu à peu. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à la cage fixée sur le siège passager, apercevant les yeux réfléchissants du lynx qu'il observait avec méfiance. Le centre était niché dans une clairière entourée d'une forêt dense, ces bâtiments conçus pour s'intégrer harmonieusement à l'environnement naturel. Malgré l'heure tardive, des lumières brillaient encore dans le bâtiment principal. Le docteur Helen Sanders accueillit Jake à l'entrée, ses cheveux argentés attachés en une queue de cheval pratique, les rides profondes autour de ses yeux témoignant de décennies passées sous le soleil et dans le vent. À 68 ans, elle ne montrait aucun signe de ralentissement dans son engagement de toute une vie pour la conservation de la faune. « Agent Monroe », le salua-t-elle chaleureusement, « Miguel m'a prévenu, voyons ce que vous nous avez apporté. » Dans la salle d'examen, Hélène transféra soigneusement le lynx dans un enclos spécial permettant de l'observer sans risque d'évasion. L'animal s'était un peu calmé pendant le trajet, mais il siffla toujours avec méfiance lorsque la porte de la cage s'ouvrit. « Une femelle, environ 6 mois, nota Hélène en l'observant à travers les panneaux transparents de l'enclos. Elle semble en bonne santé à première vue, mais nous allons faire un bilan complet. Pourra-t-elle être relâchée ? demanda Jake, surpris par l'importance qu'avait cette question pour lui. Hélène examina le lynx avec attention. À moins d'un problème de santé. Oui, elle est jeune, mais assez grande pour avoir appris à chasser avec sa mère. Le fait qu'elle ait peur de vous est en réalité un bon signe. Cela signifie qu'elle ne s'est pas habituée aux humains. Jake sentit une vague de soulagement l'envahir. Où allez-vous la relâcher ? Nous avons un accord avec le service des forêts pour les relâcher dans la réserve de l'Eastern Cascade, expliqua Hélène. C'est un territoire protégé, à une 50aine de kilomètres des habitations, avec suffisamment de proies, d'eau et d'espace pour qu'un jeune lynx puisse s'y établir. Jake hocha la tête, satisfait. Pourtant, il se surprit à hésiter, observant le lynx qui arpentait le périmètre de son enclos temporaire. Hélène remarqua son indécision. Vous savez, nous avons toujours besoin de volontaires pour les relâcher. C'est une expérience unique de les voir retrouver la liberté. Avec plaisir, répondit Jake sans hésitation. Dites-moi juste quand. Au cours des 3 semaines suivantes, Jake se rendit fréquemment au centre de réhabilitation pendant ses heures de repos.
le jeune lynx, que le personnel avait surnommé Ledge en hommage à l'endroit où elle avait été secourue, s'était révélée en parfaite santé. Le docteur Sanders confirma qu'elle avait simplement été victime de curiosité et de malchance, s'étant aventurée dans le bâtiment avant de se retrouver piégée lorsque sa sortie s'était effondrée pendant la démolition. Jake observa Ledge retrouver progressivement confiance, passant du stress de la captivité à une prudence calculée, naturelle pour son espèce. Dans l'enclos de prélibération du centre, elle démontra d'excellentes capacités de chasse, attrapant facilement les proies vivantes introduites pour la préparer à l'indépendance. Elle est prête, annonça Hélène à Jake un matin glacial de décembre. Nous prévoyons de la relâcher demain à l'aube. Toujours partant pour nous accompagner ? Jake réorganisa son emploi du temps sans hésitation et arriva au centre alors que les étoiles brillaient encore dans le ciel nocturne. Ledge avait été soigneusement placé dans une cage de transport spécialisée, conçue pour s'ouvrir à distance grâce à un système de poulies, permettant ainsi à l'animal de sortir à son propre rythme. Sans présence humaine immédiate, le site de relâcher était une magnifique clairière bordée d'une forêt dense. Située dans la réserve des Cascades orientales, Jake aida à transporter la cage en profondeur dans la zone, la positionnant face à la lisière des arbres tandis que les premiers rayons du soleil effleuraient les sommets des montagnes. « Prêt ? » demanda Hélène en tendant la corde de la poulie à Jake. « C'est toi qui l'as sauvée, il semble logique que ce soit toi qui la libères. » D'un signe de tête, Jake tira doucement sur la corde. La porte de la cage s'ouvrit sans bruit, mais Ledge resta prudemment à l'intérieur. Le petit groupe de personnes recula à une distance respectueuse, attendant patiemment. Près de 20 minutes s'écoulèrent avant que le lynx ne se décide enfin à sortir. Ses mouvements mesurés et vigilants, elle s'arrêta à l'entrée de la cage, ses yeux ambrés scrutant les environs, son museau testant l'air. Puis, dans un mouvement fluide, elle bondit à travers la clairière et disparut dans la forêt, lançant un dernier regard vers les humains qui avaient changé son destin. Dans cet instant fugace de contact visuel, Jake ressentit une connexion inattendue, une reconnaissance mutuelle entre deux êtres très différents dont les chemins s'étaient croisés dans des circonstances extraordinaires. C'est ça qui donne du sens à ce métier, souffla Hélène à ses côtés. Savoir qu'elle a toute sa vie devant elle, là où elle appartient. La vie reprit son cours normal pour Jake Monroe. L'hiver s'intensifia à travers l'Oregon, apportant d'abondantes chutes de neige sur les cascades et une pluie persistante sur Pinewood. L'histoire du lynx devint un récit qu'il partageait parfois avec ses collègues, un rappel du pourquoi il était devenu policier en premier lieu, protéger tous les habitants de sa communauté. Qu'ils soient humains ou non. Le mois de mars arriva avec sa promesse de printemps, faisant fondre l'accumulation hivernale et gonflant les rivières qui traversaient la région. L'humidité accrue apporta son lot de dangers, saturant le sol et déstabilisant les formations géologiques caractéristiques de la zone. Le 15 mars, peu après 2 heures du matin, les habitants de Pinewood furent brusquement réveillés par les secousses indéniables d'un tremblement de terre. Avec une magnitude de 5,7, il n'était pas catastrophique selon les standards de la côte ouest, mais pour une communauté partiellement construite sur des terres marécageuses réaménagées, l'impact fut considérable. Jake fut réveillé par l'alerte d'urgence sur son téléphone, suivi immédiatement d'un appel du centre de répartition. En moins de 20 minutes, il était dans sa voiture de patrouille, parcourant des rues jonchées de débris provenant de structures endommagées. Toutes les unités disponibles au Riverside Apartment sur Maple Street. Grésilla la voix du répartiteur à la radio. Structure compromise, possible présence de personnes coincées. Les pompiers et les secours sont en route. Le Riverside Apartment était un complexe ancien, construit dans les années 1960 avant l'application des normes antisismiques modernes. En arrivant sur les lieux, Jake repéra immédiatement les dégâts. Une partie importante de l'aile est s'était effondrée, formant un amas de béton, de bois et d'effets personnels. Des résidents, en tenues variées, s'étaient regroupés sur le parking, certains en pleurs, d'autres appelant le nom de voisins disparus. Jake rejoignit rapidement les autres premiers intervenants pour établir un périmètre de sécurité et recenser les résidents. Il nous manque au moins 4 personnes dans l'aile est, informa le capitaine des pompiers Reynolds aux équipes de secours réunies. Les ingénieurs en structure sont en route, mais nous ne pouvons pas attendre. Nous formons des équipes de recherche immédiatement. Jake fut assigné à une équipe avec un pompier nommé Collins pour inspecter la zone la plus proche de l'effondrement. À la recherche de survivants coincés dans des appartements partiellement endommagés. Ils avancèrent méthodiquement, appelant à voix haute en entrant dans chaque unité et aidant les résidents désorientés à sortir en sécurité. Au 3e étage, ils tombèrent sur un homme âgé coincé sous une bibliothèque renversée, incapable d'atteindre son déambulateur, après l'avoir dégagé et assuré qu'une autre équipe l'évacuerait en sécurité. Jake poursuivit seul dans le couloir pendant que Collins accompagnait l'homme vers la cage d'escalier. Le bâtiment gémit sinistrement, tandis que de la poussière tombait des nouvelles fissures apparues au plafond. Jake savait qu'il devrait attendre le retour de son coéquipier, mais le bruit lointain de pleurs venant d'un appartement voisin le poussa à avancer. À l'intérieur, il trouva une mère serrant contre elle un tout petit,
tous deux piégés dans la salle de bain où des débris avaient bloqué la porte. Avec une force dopée par l'adrénaline, Jake dégagea suffisamment de matériaux pour créer une ouverture. « Il faut sortir maintenant », insista-t-il. « L'immeuble n'est pas stable. » La femme passa son enfant à travers l'ouverture vers Jake, alors qu'elle commençait à le suivre. Une réplique fit trembler toute la structure. Jake eut juste le temps de protéger l'enfant de son corps avant que le plafond ne s'effondre au-dessus d'eux. Quand la poussière retomba, Jake se retrouva plongé dans une obscurité presque totale. Un poids écrasant le bas de son corps et les cris terrifiés de l'enfant résonnant quelque part à proximité. Mais hors d'atteinte, une douleur aiguë irradiait de ses jambes coincées et, à la moindre tentative de mouvement, les débris menaçaient de s'effondrer davantage. « Collins !» cria-t-il. « Quelqu'un ? Nous sommes ici, 3e étage. Côté » Sa lampe de poche lui avait échappé lors de l'effondrement, mais il apercevait son faisceau à quelques mètres, illuminant les particules de poussière tourbillonnantes. Les pleurs de l'enfant s'éloignaient. Quelqu'un avait dû l'atteindre par un autre accès et la mettre en sécurité. La radio de Jake avait été écrasée dans la chute. Seul dans l'obscurité, il s'efforça de contrôler sa respiration et d'évaluer sa situation. Le poids sur ses jambes ne provoquait pas de douleur insupportable, ce qui suggérait qu'elle n'était pas broyée, mais simplement coincée. Le véritable danger venait des débris instables au-dessus de lui. La moindre tentative de sauvetage risquait de provoquer un nouvel effondrement. Le temps devint flou dans l'obscurité. Jake alternait entre conscience et semi-inconscience, la douleur et la circulation restreinte dans ses jambes le ramenant parfois brutalement à la réalité. Il appelait périodiquement, mais n'entendait en réponse que les bruits lointains des secours à d'autres endroits du bâtiment. Cela aurait pu être quelques minutes ou plusieurs heures plus tard lorsque Jake perçut un bruit étrange au-dessus de lui. D'abord, il pensa à des gravats qui se déplaçaient ou à un effet de son imagination troublée. Mais le bruit persistait, rythmé et intentionnel. « Allô » appela-t-il, la voix rauque à cause de la poussière et de la soif. Le bruit s'interrompit brièvement, puis reprit avec plus d'intensité. De la poussière et de petits fragments de matériaux commencèrent à tomber près de sa tête. Quelqu'un, ou quelque chose, creusait. La première pensée de Jake fut pour les chiens de sauvetage. Le service d'incendie local possédait 2 chiens spécialement entraînés à la recherche de survivants et ils avaient peut-être suivi son odeur. Mais alors qu'une petite ouverture apparut dans les débris au-dessus de lui, laissant filtrer un mince faisceau de lumière d'urgence dans sa prison obscure. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une paire d'yeux ambrés le fixait, des yeux qu'il avait déjà croisés des mois auparavant. « Impossible », murmura Jake. Le lynx. C'était Ledge. Elle avait grandi, mais c'était bien elle. Elle continuait de gratter l'ouverture, ses pattes puissantes travaillant méthodiquement pour élargir l'espace. Comment elle avait pu se retrouver dans un immeuble urbain en pleine secousse sismique défiait toute logique. Mais l'esprit embrumé de Jake ne pouvait pas se concentrer sur cette énigme pour l'instant. L'ouverture grandit à mesure que le lynx dégageait les plus petits débris. Elle travaillait avec une précision surprenante, comme si elle comprenait la dangerosité des morceaux plus gros qui emprisonnaient encore Jake. De temps en temps, elle disparaissait de son champ de vision, avant de revenir poursuivre ses efforts. Un faisceau de lumière plus intense rejoignit soudain la lueur ambiante, accompagné de voix humaines. « Je vous jure que j'ai entendu un animal par ici », dit quelqu'un. « Dans un immeuble ? Pendant un tremblement de terre ?» répondit une autre voix. Sceptique. Aide-moi juste à vérifier cette section. L'imagerie thermique a détecté quelque chose de vivant sous cet endroit. Le lynx s'immobilisa en entendant les voix humaines, croisant le regard de Jake dans un moment de communication silencieuse. Puis, avec une grâce fluide, elle recula de l'ouverture qu'elle avait dégagée. « Eh oh !» appela Jake. Sa voix plus forte maintenant, portée par un nouvel espoir. « Je suis ici, officier Monroe, PPD. On a quelqu'un en vie !» s'exclama la voix au-dessus. Soudain excité, un officier coincé sous les débris. Prévenez le service médical et faites venir l'équipe d'extraction. Le sauvetage qui suivit fut méthodique et tendu. L'ouverture que le lynx avait commencé offrit aux secouristes un point d'accès crucial, leur permettant d'évaluer la situation de Jake et de déterminer la manière la plus sûre de le libérer sans provoquer un effondrement secondaire. 3 heures plus tard, Jake fut enfin extrait des décombres, les jambes meurtries et enflées, mais étonnamment intactes, alors que les ambulanciers le stabilisaient sur une civière. Il scrutait le périmètre de la zone de secours. « Vous l'avez vu ?» demanda-t-il à l'un des pompiers qui l'avait aidé à se dégager. Le lynx ? L'homme lui lança un regard inquiet, attribuant visiblement la question au choc ou à la confusion. Aucun animal signalé sur les lieux. Officier, vous êtes en plein centre-ville de Pinewood. Jake se tut, se demandant s'il avait halluciné ses yeux ambrés et ses griffes grattant les gravats. Mais alors que la civière était chargée dans l'ambulance, il aperçut un mouvement au sommet de l'immeuble d'en face, une silhouette fauve au bout de la queue écourtée. Observant la scène à une distance prudente avant de disparaître dans les ombres de l'aube naissante. Convalescence et réflexion. La récupération prit du temps. Les blessures de Jake, bien que non mortelles, nécessitèrent des semaines de physiothérapie pour restaurer la pleine mobilité de ses jambes.
Pendant sa convalescence, il raconta à plusieurs reprises l'histoire de l'intervention du lynx à ses collègues. La plupart répondant avec un scepticisme poli. Les lynx ne viennent pas en centre-ville. Monroe, avait dit le chef Wilson avec bienveillance mais fermeté. Et ils ne se souviennent certainement pas des humains. Encore moins pour tenter de les sauver. Tu étais en manque d'oxygène et en état de choc. Seul Miguel Ramirez semblait prêt à envisager cette possibilité. Le comportement animal ne correspond pas toujours à nos attentes, dit-il lors d'une de ses visites à l'hôpital. Il existe des cas documentés d'animaux sauvages formant des liens inhabituels ou manifestant des comportements inattendus envers certains humains. Que les autres le croient ou non, Jake savait ce qu'il avait vécu. Dès qu'il en fut physiquement capable, il commença à faire des trajets réguliers vers la lisière et de Pinewood. Là où le développement urbain cédait la place à la nature sauvage, cette zone de transition qu'un lynx pourrait traverser. Lors de sa 5e excursion, près de 2 mois après le séisme, la persévérance de Jake fut récompensée. Assis sur le capot de sa voiture au coucher du soleil, contemplant la vallée où la ville rencontrait la forêt, un mouvement à la lisière des arbres attira son attention. Le lynx émergea prudemment, plus grand que dans ses souvenirs du centre de réhabilitation. Mais arborant les mêmes marques distinctives, il s'arrêta au bord de la forêt, ses yeux ambrés fixant Jake avec une reconnaissance indéniable. « Salut, Ledge » murmura-t-il sans bouger. Le lynx s'assit sur ses pattes arrière, maintenant une distance considérable, assez proche pour observer, mais bien au-delà de ce qu'il pouvait considérer comme une menace. Pendant près de 20 minutes, ils restèrent ainsi, dans un silence complice, tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes. Alors que le crépuscule s'épaississait en obscurité, le lynx se leva et se dirigea de nouveau vers la forêt. À l'orée des arbres, il s'arrêta une dernière fois, jetant un dernier regard vers l'homme dont le destin s'était entrelacé au sien par un enchaînement de hasards et de circonstances. Jake leva une main en un léger geste de reconnaissance. Le lynx cligna lentement des yeux, un signe de confiance dans le langage des félins, avant de disparaître dans son royaume boisé. Un héritage durable. Dans les années qui suivirent, Jake Monroe devint un fervent défenseur de la conservation de la faune à Pinewood. Collaborant avec les urbanistes pour établir des corridors protégés permettant aux animaux sauvages de contourner en sécurité les zones de développement humain. L'histoire de son sauvetage se répandit, enjolivée au fil des récits, jusqu'à atteindre un statut quasi mythique parmi les groupes de protection de la nature. Parfois, lors de ses visites à la lisière de la forêt, Jake apercevait une femelle lynx désormais adulte l'observant à distance, sans jamais s'approcher. Sans jamais se révéler complètement, mais toujours présente. Était-ce toujours le même animal ? Il ne pouvait en être certain, mais il aimait croire qu'il s'agissait de Ledge, maintenant leur lien improbable à travers la frontière qui séparait leur monde. L'histoire de l'agent et du lynx devint un rappel pour les habitants de Pinewood, la compassion pouvait transcender les espèces. Un acte de bonté pouvait revenir de manière inattendue, et le cœur sauvage de la nature battait encore, fort et vibrant, à côté de leur communauté humaine, séparée, mais inextricablement liée.